Bonsoir à tous et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir les filles, merci à vous d'être avec nous ce soir pour recevoir donc notre invité du jour, donc qui sera Sébastien Théveny, qui viendra donc nous présenter son livre Ceci est une histoire vraie. On aura la chance, comme d'habitude, Sonia, d'avoir la chronique de ton livre. En quelques mots, peux-tu nous dire ce que tu en as pensé? Donc, comme le dit le titre, c'est une histoire vraie. C'est évidemment un auteur de thriller qui tombe sur une histoire qui s'est passée dans son village il y a 45 ans et qui a décidé d'en faire un livre. Un petit cold Eh case, voilà. Eh ben, écoute, dans l'impatience, comme on le dit d'habitude, de t'écouter. Ensuite, nous aurons, bien évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, de l'extrait de Marie Méran, qui est comédienne, on le rappelle, dans cette émission. Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet extrait que tu as enregistré? Un extrait bien sympa enregistré, puisque voilà, une petite bande son à faire derrière, et c'est les extraits que j'aime bien. Et l'histoire aussi est assez troublante. Eh ben, écoute, dans l'impatience aussi de l'écouter. Et vous le comprenez, maintenant, on a aussi un nouveau rituel dans cette émission. On aura le portrait de Séraphine, de notre ami Sébastien Théveny. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur Sébastien, sans trop en dire? Sans trop en dire, mais Sébastien, que je connais un petit peu, on a la chance de s'être croisés plus d'une fois et au-delà d'être une machine à écrire, sans jeu de mots, c'est un homme d'une douceur et d'une gentillesse incomparable. Donc je suis contente de le recevoir et j'ai hâte de lui parler. Eh ben écoute, dans l'impatience aussi de t'écouter donc en fin d'émission. En tout cas, merci à vous. Donc on le rappelle, il est avec nous. Donc pour parler de ce livre, Ceci est une histoire vraie. On le voit, le roman vérité d'un double crime non élucidé. En tout cas, merci à tous d'être présents ce soir, hein. Je vois que vous êtes déjà nombreux ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on reçoit tout de suite donc notre cher ami Sébastien Théveny. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Merci à toi d'être avec nous ce soir donc, pour parler de ce livre. Ceci est une histoire vraie. Mais tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je tiens à te souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puisqu'on est encore sur le mois de janvier, on a le droit, hein. On a le Tout droit. à fait, bah ouais. J'en renvoie la même pelletée de bons vœux. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi d'être là. Donc, comme on l'a dit, tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Sébastien Théveny? Hmm. Ah là là, déjà la question est vachement difficile là pour commencer. Avant, je voudrais dire ça, c'est bien, je regardais le générique et tout là, l'équipe, tout ça, la présentation, c'est chouette, hein, ça en jette, hein, c'est chouette. Ah, ben, on a bien Hem, évolué. alors moi, je suis qui? C'est difficile à dire, mais on va résumer en disant que je suis un jeune homme de 48 ans, j'ai, commis déjà une bonne quinzaine, de romans, que je suis arrivé dans l'écriture, pas forcément par hasard, mais en tout cas, par, des concours de circonstances qui ont fait que grâce, voilà, à des belles réussites, dès le départ, en auto-édition et bien j'ai la chance aujourd'hui de vivre de ma plume et ça m'a permis déjà de signer tous ces romans depuis, une bonne dizaine d'années bientôt. Voilà, donc sans cette réussite, qui est arrivée avec Un frère de trop notamment, je ne sais pas si j'aurais continué à écrire d'autres romans, je ne sais pas. On Voilà, quand j'étais enfin j'ai remarqué que j'écrivais depuis longtemps des poèmes, des nouvelles, des petits textes. J'ai commencé, un tout 1er roman, un récit, quand j'avais 10 ans. J'ai retrouvé ça, mais à cette époque, enfin, à aucun moment, entre 10 ans et 40 ans, je m'étais dit: «Je serai écrivain», quoi. Voilà. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis écrivain, mais j'ai pas forcément, rêvé de ça, mais je suis, aux anges, en tout cas, d'y être parvenu. Eh ben, en tout Et cas, Voilà, je et donc rajouterais, et je comme de rajouterais un très bon écrivain. oh, bah, ça, je t'en laisse, je t'en laisse la paternité, hein, de cette phrase, mais heu, voilà, en tout cas, j'essaye d'écrire, les romans que j'aimerais lire, et ce qui fait que je pense que c'est des romans qui, du coup, plaisent à beaucoup de lecteurs, qui, comme moi, aiment les suspens, les thrillers,
qui ne sont pas forcément des thrillers trop gore, en général. J'essaye plutôt de faire des thrillers à suspense et puis, on va dire, des thrillers à intrigue. Voilà. J'aime jouer avec les lecteurs. Eh ben, merci en tout cas pour cette présentation très, très générale. Franchement, merci, merci beaucoup. Bon, c'est un plaisir de t'écouter. Comment on dit, je cherche mon mot, ça y est, c'est parce que j'ai vu les questions qui Définis. commencent à arriver. Voilà, tu te définis comme un auteur hybride. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là? Alors, auteur hybride dans le sens où, je suis à la fois, un auteur indépendant, donc auto-édité, et ce depuis, fin 2016, 2017 à peu près. Mais dans le même temps, je suis également, au catalogue de certaines maisons d'édition, où je l'ai été. Et tout a commencé d'abord même par, mon tout premier roman, Trouble Jeu, qui, en l'occurrence, était édité chez une toute petite, maison d'édition, voilà, d'un ami, enfin d'un éditeur qui est devenu un ami depuis, qui s'appelle toujours Frédéric Douin. Donc aux éditions Douin est sorti ce roman qui était sous un autre design à l'époque. Voilà, donc j'ai commencé dans le circuit traditionnel, on va dire. Et puis après ça, j'ai fait Un frère de trop en auto-édition sur Amazon et ça a cartonné et à ce moment-là, en fait, j'ai appris par hasard aussi l'auto-édition. J'étais dans un café, en train d'écrire dans mes carnets. À l'époque, j'écrivais à la main. J'écrivais ce roman et puis, un gars à côté de moi était assis à la table voisine. On prenait tous les 2 un café, on regardait la télé qui était posée au mur et puis, je voyais qu'il tapait sur son clavier des textes, voilà, enfin, un traitement de texte. Ça m'avait l'air d'être un écrit, comme ça, type, roman et puis au bout d'un moment, on se dit: «Mais tiens, vous faites quoi?» «Bah, j'écris un roman» et puis vous? «Bah, moi aussi». «Ah, c'est marrant». Il me parle de l'auto-édition, que lui, il était déjà chez Amazon depuis un petit moment et je connaissais pas du tout et là, je me dis: «Bon, je vais essayer». Alors j'en parle à Frédéric Douin, cet éditeur, en lui disant, «Voilà, tu m'en veux pas, mais j'ai envie de tenter l'auto-édition». Il me dit: «Pas de problème, si ça marche, c'est génial, et que tu cartonnes, tu m'offriras une Ferrari». Bon, j'ai toujours pas offert la Ferrari, «et si ça marche pas, il y a pas de problème, tu reviens chez moi, on sortira ton bouquin». Bon, ça a marché, voilà. Je tiens à préciser que Frédéric Douin, je l'ai découvert grâce à une certaine Maëlys Paire, que l'on connaît également donc chez Rédactive. C'est elle qui m'avait lu, corrigé, ce premier roman et qui l'avait proposé à son réseau, dont faisait partie, Frédéric Douin. Et ça ceci m'amène à un autre roman à Trouble Jeu, hein, d'ailleurs, qui est parti chez Rédactive, ensuite en version poche, de même que Le voisin d'en face, que j'avais sorti quelques années plus tard et qui, lui-même, on le voit sous cette version-là, est en format poche également chez Rédactive. Cette petite maison, familiale qui monte et qui prend bien soin de ses auteurs et qui a une touche, une façon d'être et d'appréhender, les choses qui est assez unique. Voilà et on s'y sent bien. Oui, bah, une maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage, effectivement, et on salue, hein. J'ai vu Maëlys qui était là tout à l'heure et qui d'ailleurs a une question, donc merci à toi Maëlys, et encore une fois, merci pour tout ce que tu fais pour les auteurs. Une question de Maëlys qui nous dit, merci Je fais de la Sonia. pub. Je fais de la pub pour la future chronique que je dois sortir également. Je suis en retard dans mes chroniques. Bah bravo. Voilà. Maëlys qui nous dit comment alors là elle parle effectivement donc de ton nouveau roman hein, dont on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Donc comment as-tu eu vent de cette affaire et comment as-tu eu l'idée de l'utiliser comme support pour ce roman? Alors, là aussi, c'est un peu par hasard que je tombe sur cette affaire, qui s'est déroulée en 1979 chez moi, enfin, en tout cas, à 500 mètres de chez moi. Hem, je l'apprends en allant chercher, des renseignements sur le si je venais de enfin, on venait de s'installer par là et je cherchais des renseignements sur le site de la mairie
à propos des heures d'ouverture de la déchetterie. Et en allant sur le site de la mairie, je vois dans les articles du blog, le double crime de Roulan, une affaire, et cetera. Et là, j'apprends cette histoire et le plus troublant, c'est que donc les victimes, Yvonne et Lisa, qui sont des Néo-Zélandaises, qui ont été assassinées dans la forêt à côté, se trouvent inhumées au cimetière du village. Donc voilà, elles font partie de l'histoire du village, et c'est comme ça que j'ai appris leur, leur aventure, malheureuse. Et par la suite, là où là où j'ai vraiment eu envie d'en faire un roman, c'est lorsque j'en ai discuté avec, des voisins. On était en train de prendre l'apéro chez eux et puis le la voisine me dit: «Mais, tu sais que cette histoire-là, en fait, je la connais très bien, tout simplement parce que, le gars qui a découvert les corps, le premier témoin qui était un ramasseur de champignons, et bah, ce gars-là, en fait, c'était son père». Et puis même ma voisine d'ailleurs était là, ce jour-là, heu, lorsqu'ils ont découvert, les corps. Derrière, forcément, sachant que j'écrivais des romans depuis plusieurs années, notamment la série Karen Blackstone, des romans autour de cold case, et bah, forcément, je me suis dit: «Je suis obligé de parler de cette affaire-là, il faut que j'enquête là-dessus. Je dois absolument essayer de» alors peut-être pas de faire la lumière sur ce qui a pu se passer, mais en tout cas d'enquêter, de faire en sorte de rouvrir une enquête, sur cette affaire qui a été, classée, hein, très rapidement, 5 ans après les faits, et qui est restée donc classée sans suite, un homicide contre X, enfin X, homicide commis par X contre, Yvonne et Lisa. Donc voilà, je voulais vraiment leur rendre hommage et plutôt que de faire une enquête, toute simple, en fait, c'est un roman enquête, une enquête vérité, hem, dans laquelle le personnage principal, en fait, est Sébastien Théveny, qui plus ou moins entre dans la peau d'une Karen Blackstone, spécialiste, une enquêtrice spécialiste des cold cases. Donc voilà, j'étais un petit peu dans un entre-deux, je ne savais pas si j'étais un personnage, si j'étais l'auteur ou un peu des 2, si j'étais, Karen Blackstone ou si je devenais, Sébastien Théveny enquêteur, quoi. Donc voilà, je pense que c'est assez original parce que le lecteur entre, je pense, dans ma tête, heu, m'accompagne pas à pas dans sinon la résolution de l'enquête, du moins dans sa tentative d'explication, et tentative de retrouver certaines pistes, d'explorer les différentes pistes et de voir laquelle et pourrait être la plus à même, d'expliquer le drame. D'accord. Il y a Dominique qui nous dit effectivement thriller à suspense, thriller et intrigue. J'aime beaucoup car effectivement le genre thriller fait souvent penser à des histoires sanglantes, mais pas du tout. Voilà, donc Mmh. merci à toi Dominique. Sylvain Villesezanne qui est avec nous, bonsoir, merci à vous d'être là. Et Marianne Diatta, pardon, qui nous dit bonsoir Sébastien, as-tu cherché à interroger tous les habitants qui avaient connu l'affaire? Eh ben, Marianne, salut. Heu, alors j'ai pas interrogé tous les habitants, bien sûr, et non pas tous les témoins de l'époque. D'une part parce que, 45 ans ont passé, au-dessus du village, et beaucoup de témoins ne sont plus, hein, malheureusement. Mais j'ai quand même retrouvé beaucoup de monde, bien entendu. Je parlais tout à l'heure de ma voisine et son père. Donc évidemment, j'ai eu la chance de pouvoir, heu, me mettre en relation avec le père de ma voisine, qui est donc le premier témoin, l'homme qui a découvert les corps, en tout cas le corps d'Yvonne. On est allés ensemble sur les lieux. On a revécu un petit peu ce qu'il a vécu le 12 septembre 1979, donc c'était génial. Après, j'ai aussi pu accéder, à plein d'autres témoins, heu, plus ou moins, proches on va dire du drame ou de ce qui a pu se passer, donc c'était vraiment très, très intéressant, oui. Heu
voilà, j'ai des tas de témoignages qui arrivent et tout ça est décrit dans le roman, bien sûr. D'accord. Tu dis justement que le réel et la fiction s'effacent au fur et à mesure. Est-ce que dans ce livre, il y a plus de réel et tu y as rajouté de la fiction ou est-ce que tout est vraiment 100% réel? Non, non, comme son titre l'indique, c'est vraiment une histoire vraie. C'est l'histoire vraie d'Yvonne et de Lisa, l'histoire malheureuse d'Yvonne et Lisa, et c'est l'enquête vraie de Sébastien Telny sur cette histoire-là. Il y a juste, quelques 3, 4 petits chapitres, je crois, que j'ai romancés et qui se trouvent être des chapitres dans lesquels, on est un peu dans le présent de d'Yvonne et de Lisa, un peu dans la tête, voilà, c'est des scènes que j'ai voulu rendre un peu vivantes, plutôt que de les expliquer à travers l'enquête, donc c'est des scènes de 1979, voilà, ce que Voilà. j'ai plus ou moins romancé pour donner un côté, plus humain, peut-être plus proche encore des victimes, quoi, si tant est que ce soit possible et si tant est que l'enquête en elle-même, ne soit pas déjà assez prenante, pour, pour comprendre, la vie de et les derniers jours d'Yvonne et Lisa. Hmm. Il y a une question de Dominique qui demandait de quand date l'histoire exactement. Donc tu viens de le répondre, 1979, c'est bien ça? Ouais, 12 Ah, ok. septembre 79, le double crime, ouais. D'accord. Eh ben écoute, Mmh. merci à toi. Laurent Alain qui est là, qui nous Alors, dit bonsoir. Alors au cours de heu, Oui, juste avant, oui, par rapport aux témoins, à la question de Marianne, il y en a quand même certains, heu, que je ne peux pas que j'ai oublié de mentionner, mais qui sont évidemment, mentionnables. C'est la famille des proches, parce que depuis 2 ans et demi, je suis en lien avec, la famille, frères et sœurs d'Yvonne Crosby, décédée en 79, donc qui demeurent en Australie et en Nouvelle-Zélande actuellement. Donc je suis en lien étroit avec eux. d'accord. Laurent qui nous dit au cours de l'écriture de vos romans et de vos recherches, vous est-il arrivé à vous heurter à des portes fermées et donc de devoir peut-être vous fier à votre imagination ou à vos instincts? Oui, on arrive toujours à des portes fermées. C'est normal, comme dans toute entreprise, toute chose, toute recherche. Alors, lorsqu'il s'agit des romans, bon, j'arrive encore, on arrive encore à s'en sortir, mais lorsqu'il s'agit d'une histoire vraie comme celle-ci, toute porte fermée, devient une impasse. Heu, mais à ce moment-là, on contourne, hein, les choses. On le verra dans le livre, je me suis heurté notamment à beaucoup de portes, sinon fermées, en tout cas, qui demandaient à être à à huiler un peu les gonds pour pouvoir les pousser parce que les gonds étaient rouillés et ces portes-là, ce sont les portes, en fait, de l'administration et de la justice française, hein. C'est surtout ça. Ah oui, ça c'est compliqué, j'imagine. Mmh mh. Ouais. Très. Et justement, pardon Mais Sonia, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 j'écoutais justement et Ah c'est ce pardon. que je dis, c'est voilà, c'est toujours très compliqué. Tout le monde le dit, la justice mmh, française, quand on veut quelque chose de l'administration, c'est vrai que voilà, donc ouais. Oui, puis il y a des considérations aussi, judiciaires qui font que, ça peut être un peu touchy. Voilà, je sais que bon, j'ai eu la chance quand même, après moult démarches, d'accéder au dossier d'instruction, qui est normalement non librement communicable, parce que, heu, ces dossiers deviennent communicables 100 ans après la clôture des faits. Donc en l'occurrence en 2084, parce que ça touche à une mineure de moins de 15 ans. Voilà. ouais. Sans quoi c'est D'accord. le délai est plus Oui, court, il mais y aurait là, que il y aurait que la maman, c'était bon, en fait. non, je crois que c'était encore trop Ouais, juste parce que je sais plus combien, si c'est, 50 ou 75 ans. quand même. Non, peut-être 25. Enfin, en tout cas, oui, s'il y a pas eu la petite, ça aurait peut-être été plus simple, mais j'ai pu obtenir une dérogation pour accéder à ce dossier parce que, je suis en lien justement avec la famille qui m'a demandé de faire en sorte d'enquêter là-dessus, quoi. Eh ben, en tout cas, merci pour tes réponses, hein, et puis, je vois toutes les questions, hein, beaucoup de personnes ce soir. Merci à tous, d'être là. Question intéressante de Maëlys qui demande: «Est-ce que tu es arrivé à certaines conclusions et est-ce que l'enquête a-t-elle été rouverte?» Alors, je suis
là, j'ai coutume de dire que à l'issue de la lecture de ce bouquin, le lecteur aura la possibilité d'avoir eu sous les yeux un panel de pistes, toutes plus ou moins plausibles, toutes plus ou moins explorées. J'ai utilisé pas mal de méthodes et pas mal d'outils pour arriver à explorer ces pistes-là, que ce soit sur place, que ce soit sur internet, que ce soit, voilà, à droite, à gauche. Hem Et donc le lecteur se fera non pas une intime conviction, ou peut-être que si, mais en tout cas, je pense une intime, impression, sur ce qui s'est passé. Je pense que chaque lecteur aura peut-être, sa version des faits. Hem, je demande à la fin du livre, que le lecteur me fasse part, hein, de ses idées, le cas échéant, de ses pistes. Heu et alors malheureusement, bon, l'enquête n'a pas encore été rouverte. J'ai pu contacter, enfin, j'ai essayé de contacter, le pôle Colcaise de Nanterre. J'ai été en contact durant toute cette affaire aussi, toute cette enquête, avec un ami qui est major de gendarmerie. On a ouvert une information judiciaire, voilà, j'ai témoigné en fin de compte de ce que je faisais, de ce que j'ai, sur ce sur quoi j'enquêtais. Voilà, il y a en gendarmerie, une information judiciaire qui est ouverte, qui peut prétendre à être un document, légal, officiel, pour éventuellement rouvrir une affaire. Mais étant donné que, malheureusement, l'affaire est prescrite, hein. Il faut savoir que là, au bout de, 20 ans, les affaires, de sang, les crimes de sang sont prescrits. Donc aujourd'hui, heu, certes, c'est un cold case, c'est une affaire classée, c'est une affaire non résolue. Malheureusement, même si on voulait ouvrir l'enquête, le 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 coupable ne pourrait pas être inquiété, puisque le crime est prescrit. C'est ça qui est absolument rageant, mais enfin, l'idée de ce roman, cette enquête, pour moi, est d'une part, de rendre hommage aux 2 victimes, d'apporter un soutien, d'essayer d'apporter des explications à la famille qui demeure à l'autre bout de la terre, hein, en Nouvelle-Zélande, je le rappelle, qui n'a jamais pu faire, rapatrier les corps, faute de moyens à l'époque. Ils auraient dû faire un prêt, un emprunt pour faire rapatrier les 2 corps. C'est un truc absolument horrible. Donc, la mère et la sœur sont venues à Besançon, à la morgue, reconnaître les corps depuis la Nouvelle-Zélande, et puis sont repartis, heu, les mains vides et le cœur gros, dans leur pays, et puis en demandant, voilà, l'ambassade, de Nouvelle-Zélande a demandé, heu, à la France si le village, en fait, pouvait payer l'inhumation, et cetera. C'est, heu, c'est absolument dingue. Donc ç ça fait 45 ans que la famille cherche une réponse, parce que qu'est-ce qu'il y a de pire encore que le crime? Bah, c'est le crime non élucidé, quoi, pour la famille. Mmh. C'est un De pas truc, savoir pourquoi, voilà. bah, ouais, c'est absolument inimaginable. Même si le coupable n'est jamais condamné, ne serait-ce que de savoir qui, de mettre un nom, de mettre un visage sur ce crime, c'est déjà une consolation, je pense, de C'est ce que savoir. dit, Maëlys, effectivement. Elle dit: «C'est rageant, mais savoir soulagerait sans doute partiellement la Ouais, famille». ouais, et donc l'autre intérêt de cet ouvrage, c'est pourquoi pas faire bouger les choses quand même, faire rouvrir l'enquête, elle pourrait quand même être rouverte, et puis, heu, qui sait? Est-ce que par des voies, je ne sais lesquelles, détournées ou autres, est-ce que le coupable, s'il est encore en vie, pourrait, voilà, avoir ce truc qu'il a sur la conscience, et puis finalement le lâcher, quoi, avant de disparaître? Parce que, le coupable, quel qu'il soit, et s'il est encore vivant aujourd'hui, il aurait probablement dans les 80 ans. Donc peut-être avant de disparaître, il pourrait soulager sa conscience, et puis,
soulager la conscience de la famille aussi, quoi, sur ce coup-là. C'est vrai que pour ouvrir une enquête, en fait, il faut des faits nouveaux. Et c'est vrai Ouais. qu'autant d'années après, il faut les trouver, les faits nouveaux aussi, quoi. Donc, Eh oui, les scellés sont brisés, enfin ils sont même détruits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les faits nouveaux seraient en fait par rapport aux pistes que j'ai ouvertes, de se dire: «Là, il y a peut-être quelque chose, à creuser et pour ça, il faudrait que derrière, la gendarmerie, la police, heu, via cette information judiciaire que j'ai ouverte et via la demande expresse, d'un procureur, en l'occurrence de Besançon, mmh, ce serait en fait, voilà, le procureur de Besançon qui demanderait au pôle Cold Case de Nanterre de rouvrir l'enquête et donc de mettre en branle les enquêteurs, mmh. soit à la PJ ou à la gendarmerie en fonction de ça et les pistes que j'ai pu ouvrir, heu, peuvent mener moi voilà, je sais qu'une certaine piste que j'évoque dans le bouquin parle dit que le coupable serait toujours vivant, serait connu du village et cetera. Hem et donc si j'ai j'ai identifié 1-2 personnes qui cocheraient toutes les cases. Alors mais je ne peux évidemment rien dire. Je n'ai pas le droit de divulguer, je n'ai pas le droit d'accuser quelqu'un comme ça. En revanche, si derrière je dis à la justice, je dis, au à la police, gendarmerie: «Enquêtez là-dessus, essayez par exemple de retrouver, telle arme» et cetera. Là, on entre dans quelque chose de plus concret. Mais, en fait, c'est ce bouquin, c'est un c j'aimerais que ça fasse office de détonateur. Voilà, en fait, c'est ça. Un détonateur pour, bam, derrière, arriver à des aveux, pourquoi pas. Bah, en tout cas, ça fait détonateur pour ceux qui nous regardent parce qu'il y a beaucoup de questions. J'espère qu'on pourra les poser toutes. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. Tout à l'heure, tu parlais des témoignages justement des habitants. Il y a une question de Mouchareb. Bonsoir, merci à vous d'être là, qui nous dit: est-ce que tous les habitants ont témoigné sans problème? Alors tous ceux que j'ai pu interviewer, oui, j'ai eu aucun souci de blocage. Heu, après, je n'ai pas interviewé le pas le pas le coupable, en tout cas celui que je pense, être potentiellement apte à avoir fait le coup. Je ne sais pas celui-ci si, s'il accepterait de témoigner. Mhm. Ça, c'est Ou alors rigolo j'ai que tu dises rencontré ça. certains témoins aussi qui, à la réflexion, pouvaient aussi très bien entrer dans le costume du coupable. Mm. Mais Ce que je disais, c'est rigolo que tu dis ça parce que Miley justement demande: est-ce que toi, tu as une intime conviction, justement? Tu as 2 heures, hein. j'ai hein? J'ai Tu as 2 deux heures. heures. Non, mais ouais, j'ai 2 pistes. J'en ai une très forte, mais mais pour l'instant, je suis un peu pieds et poings liés, quoi. Donc voilà, je peux pas en dire plus, c'est Écoute. c'était frustrant. C'est frustrant, mais il faudrait Et donc qu'effectivement le personnellement, moi qui ai lu le livre, donc je dis que je n'ai pas d'intime conviction non plus, parce que ouais, toutes les pistes sont plausibles, en fait. Donc ouais, c'est vrai qu'à moins de faits nouveaux qui peut aiguiller plus sur, une piste qu'une autre, c'est mmh vrai que mh, là, voilà. ouais. Ouais, ouais, tout est plus ou moins, Mmh. possible, c'est clair Mmh. et c'est pour ça aussi que ça a donné lieu à un non-lieu justement, parce que, malgré toutes les investigations qui ont été faites, rien n'a pu être, alors peut-être que les enquêteurs ont eu entre les mains, le coupable, hein, c'est possible, hein, C'est souvent mais comme ça. le problème de la justice, c'est comme ça, c'est qu'on est présumé innocent tant qu'on n'est pas reconnu coupable. Donc la personne a été Ah. reconnue coupable. Mmh. Bah, il y a Cyrielle qui dit: apporte-lui ton roman, si on sait qui c'est. À qui? Au coupable? C'est Présumé coupable. au présumé coupable. Apporte-lui Ouais, ton roman, vous pourrez peut-être parler. Avec des smileys qui ouais, ouais, rigolent, bien évidemment. ouais, ouais.
Oui, c'est vrai, on pourrait peut-être parler, ou alors il me recevrait avec sa carabine à plomb, ou sa carabine de chasse. Alors Voilà, ne mais, le fais pas alors. mais, d'ailleurs, Euh, ça peut faire oui, flipper un peu, ça, de se dire que, voilà, peut-être le gars, il est là, il habite à 200 mètres de chez moi, quoi. Mais j'ai écoutez. vu une question passer là qui disait si je connais le coupable. Hem, je sais plus, De c'était quoi? Sylvain, non, si c'est un Sylvain? tueur du coin, il a forcément des personnes qui savent la vérité. Ah oui, oui, oui. Mmh. J'étais au vœu du maire, en début d'année, et puis, parmi, les gens, que je côtoie, et il y en a une qui me dit, «Mais moi je sais des choses, je sais Hmm. des choses». Et alors je lui dis: «Tu vas me les dire?» Elle me dit: «Oui». Maintenant? Non, mais je vais te les dire. Donc j'attends qu'elle ait fini le bouquin et puis, je vais la revoir, ouais. Mmh mh. Tous les témoignages sont intéressants, Mmh. mais ouais, c'est Donc ça va peut-être avoir une suite en fait alors? bah, Si peut-être, jamais, heu voilà. et plus ce bouquin sera diffusé, Mmh. plus, il y aura de chances de croiser du monde, croiser des pistes, que chacun puisse parler à un autre, et cetera, et cetera. Aussi bien sur le plan local, donc du village, de la région, du coin, qu'au niveau international, puisque les ramifications, hein, Sonia, tu l'as lu, Mmh. vont jusqu'en Nouvelle-Zélande, jusqu'à la mafia néo-zélandaise, et cetera. Mmh. Donc ça peut être, ça peut être une affaire Mmh. internationale. Mmh mh. Mmh. Juste avant d'écouter la chronique de Sonia, une question intéressante de Patricia qui nous dit: «Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser ce docu-roman? En tout cas, je suis admiratif de votre travail». Merci Patricia, en tout cas. Ben, ça fait 2 ans et demi que j'ai découvert, l'affaire. 2 ans et demi, ouais, un peu plus. Donc ça fait 2 ans et demi que je ne fais pas que ça d'ailleurs, puisque pendant en l'espace de 2 ans et demi, bah, j'ai écrit mes 4 tomes de Karen Blackstone, et voilà, de temps en temps, paf, je basculais entre mon roman, ma fiction, et puis ce docu-roman, entre recherches à droite à gauche, entre contact avec la famille, entre, voyage, passage, aux archives, départementales, entre, aussi mes rendez-vous avec, à la gendarmerie, et cetera. Donc ouais, 2 ans et demi de travail en fil rouge pour arriver à ces 500 pages d'enquête. Eh ben, en tout cas, c'est du boulot. Merci à toi. Longia, tu réponds partiellement à certaines questions qui viennent d'arriver. Joël, par exemple, qui demande: «Est-ce que tu interroges toujours des professionnels, des policiers, des psychologues avant d'écrire un roman?» Ouais, je me documente beaucoup, et puis, souvent effectivement je vais faire des rencontres de professionnels, je me rends dans les endroits, qui conviennent. Hem, je pense par exemple à Meurtre au champagne quand j'ai écrit ce roman. Bon, alors maintenant, j'ai plus besoin de le dire, mais je suis champenois, hein, d'origine, fils et petit-fils de viticulteurs, donc je connaissais déjà un peu et la région et le Champagne. Mais je me suis rendu à Épernay dans des grandes maisons de champagne, j'ai rencontré des propriétaires, et cetera, bon, pour m'inspirer au plus près. Quand j'ai écrit, Rumeur, je me suis mis en relation avec Jean-François Pré, qui est, on le sait, le monsieur cheval de TF1 pendant de longues années, qui a été. Je suis allé avec lui à Vincennes, et cetera. On est allé voir des courses, enfin bref, ouais, tout le temps, je me documente, je rencontre des gens, et je trouve ça passionnant, en fait, cette partie de l'écriture qui est d'abord la recherche. Hem, voilà, je sais que Joël, elle a rencontré, un chef cuistot, pour l'un de ses romans, voilà, c'est toujours passionnant ce genre de rencontre, et c'est ça qui donne de l'authenticité au roman, évidemment. Bien sûr, mais en tout cas, bah, merci à toi. Donc, on le rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ce livre. Ceci est une histoire vraie. Donc, comme tu le dis, le roman vérité d'un double crime non élucidé. Ce que je vous propose donc, c'est d'écouter la chronique de Sonia. Et ensuite, on continuera donc avec les questions, puisqu'il y en a beaucoup ce soir. Allez, on écoute le jingle de Sonia. Qui n'a jamais rêvé de découvrir un coupable dans une affaire de meurtre? Qui n'a jamais souhaité résoudre un cold case?
Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup. Mais encore faut-il tomber sur l'affaire avec un grand A. Pour Sébastien, auteur de thrillers reconnu dans le monde entier, la dite affaire lui est tombée dessus par hasard. Mais comme le dit l'expression, le hasard fait bien les choses. Ceci est une histoire vraie. Ceci est l'histoire d'une jeune mère et de sa fille. Ceci est l'histoire de leur meurtre jamais élucidé, et ce depuis 45 ans. 45 longues années, 45 années interminables pour la famille, 45 ans que cette maman est livre, Sébastien nous raconte comment il a tissé, petit à petit, les fils d'un destin tragique. Toutes ses recherches, ses anecdotes, ses impasses et ses petites victoires sont réunies ici et il nous les livre sans filtre. Entre découverte des corps, autopsie, rapport d'enquête, prise de contact avec certains protagonistes de cette histoire et membres de la famille, tout y est. Mais au final, a-t-il trouvé le coupable? À vous de lire ce livre passionnant pour le savoir. N'y a-t-il pas un petit bémol, me direz-vous? Si. Pour moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer, comme on dit, dans cette histoire. Et ce, à cause, entre guillemets, du rapport d'autopsie que j'ai trouvé un peu trop long, qui se trouve au début du livre. Peut-être n'aurait-il fallu mettre que les causes de la mort, mais ça, c'est juste mon avis personnel. À vous de vous faire votre propre opinion. Merci Sonia pour la chronique de ce livre. Ceci est une histoire vraie. Sébastien, qu'est-ce que tu voudrais dire à Sonia? Mais déjà, merci, parce que c'est un très joli retour qui dépeint très bien le livre. Et que, en fait, je suis assez d'accord avec toi au sujet de l'autopsie. Je me suis longtemps interrogé sur le bien fondé de la laisser détaillée comme ça, ou bien de la raccourcir, de la synthétiser. Et puis, j'ai vraiment eu envie de partager avec le lecteur, heu, tous les éléments de l'enquête, le plus précisément possible, que et il me semblait que de pouvoir, heu, donner comme ça tous ces petits détails de l'autopsie permettait de bien comprendre, la violence en fait de l'acte. La violence du double crime. D'ailleurs, il n'y a qu'une des 2 autopsies, hein, qui est après Oui, le reste, elle est quasiment semblable, mais c'est vrai qu'elle est longue, l'autopsie, c'est vrai qu'elle ouvre un peu le roman, enfin, il y a un peu de elle arrive, très, très vite dans le roman, mais ouais, je tenais vraiment en plus, ça permet de se familiariser un peu avec le jargon médical, heu, qui certes est assez, abscon parfois, mais qui, si on le regarde avec attention, nous parle énormément de peut-être, bah, le modus operandi bien entendu, mais ouais, la violence du truc et le fait que enfin on comprend en en essayant de visualiser un peu, on comprend ce qui a pu se passer dans cette forêt, mmh, heu, en l'espace de quelques secondes, en fait. Heu, donc oui, c'est plusieurs pages qui résument quelques secondes d'un drame, qui a dans de l'horreur absolue, quoi. Voilà. mais c'est vrai que ça apporte aussi, par exemple, je vois un peu le déroulé de la journée, en fait, de la famille, enfin de la maman et de sa fille, en fait, comme on dit quand le bol gastrique n'est pas, digéré, machin et tout ça et c'est vrai Exactement. qu'on sait qu'elles sont mortes, juste avant d'une Mmh. digestion donc du coup, il y a les faits, en fait, qui sont pour Mmh. les heures et tout ça. C'est vrai qu'aussi on peut, se Ouais. fier dessus après, quoi. Mmh. Mais oui, après, c'est vrai que voilà, ça fait un bloc, que j'aurais peut-être pu aussi disséminer, à mesure, mais j'ai aussi comme j'ai voulu raconter cette enquête, chronologiquement pour que le lecteur puisse être vraiment dans ma peau et qu'il avance en même temps que moi, au même rythme que moi, en fin de compte et Voilà. Mmh, je trouve ça assez passionnant, de mmh mh. voir comment j'ai évolué au cours de C'est cette ça. enquête. Mmh. Puis on sent les Justement, frustrations quelquefois. Ouais, bah, ouais. justement, il y a une question. Est-ce que la famille a lu le livre avant sa parution et attendait-tu une validation de leur part?
Non, elle n'a pas lu le livre parce que il faut d'abord que je le fasse traduire en anglais, puisqu'ils sont néo-zélandais. Mais on a échangé sur certains points, évidemment. Ils m'ont donné leur accord. Voilà, il y avait un truc qui posait un petit peu souci à la sœur, c'était notamment, enfin aux deux sœurs restantes, c'était notamment les lettres d'Yvonne, extraites de son, on va dire, son journal intime, quoi. Euh, et voilà, elle trouvait que c'était peut-être un peu rude de les mettre aussi là dans leur intégralité, mais pour autant, Sonia, je pense que tu ne me Voilà, contrediras pas, les lettres sont un moment d'anthologie à la fin du bouquin c'est ça. voilà, c'est Bah, ça permet c'est d'en fait, c'est un peu son journal de bord de son Mmh, voyage aussi avec sa fille. Donc c'est mmh, vrai qu'on se rapproche d'elle, en fait, sans les connaître mmh, et mmh, c'est sûr que c'est encore plus prenant, en fait, parce qu'on les visualise, en fait, en lisant mmh. ça. Ouais, ouais, On puis, sait qu'elles ont existé, qu'elles ont été vivantes à un moment donné et puis ouais, d'un coup, il y a plus rien, quoi. Donc ouais, voilà aussi. mmh, Mmh. ouais, enfin, pour moi, c'était un moment d'émotion assez fort, ces lettres-là et comme je dis à la famille, je dis: «Ces lettres peuvent peut-être expliquer les causes. Mmh. Elles sont peut-être là-dedans les causes. Le Mmh, coupable est peut-être caché entre les lignes là». mmh, mmh. Donc voilà, finalement, il y a pas de souci, c'est publié comme ça, et puis, ben, après, quand j'aurai fait traduire la version en anglais, bien sûr que je leur fournirai avant de l'éditer, sur le marché anglo-saxon, quoi. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas des risques juridiques de plainte pour diffamation et est-ce que tu as changé le nom des témoins et des protagonistes? Alors, j'ai dû effectivement, modifier certains noms, notamment de témoins, bien entendu, certains noms aussi de suspects, puisque je ne peux évidemment accuser personne. Donc bien sûr, lorsque ce sont les vrais noms, enfin, de toute façon, lorsque c'est pas lorsque les noms sont changés, je l'indique, hein, bien entendu, mais la plupart des noms sont vrais. Dès l'instant que, les noms sont parus précédemment dans la presse, Ah, voilà, je reprends la presse française, la presse anglo-saxonne sur cette affaire-là, donc si ça a déjà été publié, j'ai tout à fait le droit, voilà, de faire ça. Après j'ai également, des relations dans le monde juridique, donc qui ont lu le bouquin et il y a pas de il y a pas de lézard à ce niveau-là, quoi. D'accord. Mmh. Et est-ce que s'il y a prescription, tu continues quand même tes investigations pour une éventuelle rouverture de l'enquête? Ouais, ouais, personnellement, c'est pas parce que j'ai publié le livre que je m'en débarrasse. De toute façon, c'est là-dedans, hein, je peux pas m'en débarrasser. L'affaire, elle est dans ma tête. De même qu'à chaque fois que je passe devant le cimetière ou devant la forêt où elles ont été abattues, je peux pas ne pas y penser et je peux pas oublier. Donc Mmh. voilà, je continue, je fais encore des recherches, je rencontre encore des gens, je discute et puis le fait de l'avoir publié, bah, comme je disais tout à l'heure, ça permet, une diffusion et puis ça permet, de nouer de nouveaux contacts et d'ouvrir de nouvelles portes et de déceler, certaines bouches quoi, qui avaient tendance, à ne rien dire. moi, j'aurais une question, je ne sais pas si elle a été posée, j'ai pas vu toutes les questions défiler. Savoir, Mmh. si vous avez déjà des retours, de personnes du village justement, qui ont lu le livre ou, qui ont su que vous allez écrire dessus et si vous aviez des retours dessus, en fait? C'est encore assez frais. Le livre est paru, autour du 15 décembre, donc voilà, les premiers lecteurs, sont dessus. Comme je le disais l'autre jour, j'étais au vœu du maire, puis quelqu'un m'a dit: «Moi, je sais des choses». Heu, voilà, dans quelques jours, là, j'aurai son retour, mais ouais, ça va commencer à bouger. Mmh. Mmh mh. Mmh. Bah, ça fait un peu «moi je sais quelque chose», C'est hein, ça. si vous avez la Et ouais, ref. les langues vont peut-être se délier après justement Ouais, avoir lu le livre. Mmh mh. ouais, c'est mon D'accord. souhait, mon espérance.
Ah, Marianne, et après on écoutera l'extrait de Marie. Marianne, est-ce qu'il existe, pardon, en France des professionnels de la police spécialisés dans les cold cases? Ouais, bah, c'est ce que alors dans plusieurs, dans plusieurs, unités de police judiciaire, il y a certains enquêteurs qui se spécialisent, hein, sur les cold cases, hem, dans la gendarmerie également, mais notamment depuis 2022, à Nanterre, au parquet de Nanterre, s'est créée la cellule cold case, voilà, dédiée à la recherche sur les affaires classées. Donc oui, D'accord. maintenant il y a tout à fait cette équipe-là. Je suis aussi en relation avec un certain, Raphaël Nedilko. Je ne sais pas si on le connaît. C'est un flic, hein, qui a travaillé à la PJ, qui a travaillé au Quai des Orfèvres et puis à la PJ de Dijon, qui aujourd'hui est à Châlons, sur Saône. Et qui est à la tête un peu d'une association autour des cold cases. Il a sorti un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle «L'Obstiné», un bouquin là aussi où il rouvre en fait un dossier, il reprend possession d'un dossier autour de cold cases, ce qu'on appelait l'affaire des disparus de l'A6, enfin un truc comme ça. Voilà, du côté des choses qui sont produites du côté de Châlons, le Creusot et ainsi de suite. Il rouvre cette enquête, il retrouve les témoins, la famille et autres et mais il me semble bien que, pour le coup, ça a été rouvert et ça a été, même, élucidé. Donc grâce à l'obstination de cet enquêteur-là. D'accord. Eh ben, écoute, merci à toi. Ce que je te propose donc, Max, c'est d'accueillir Marie Méran, qui est avec nous pour l'extrait. Bonsoir Marie. Enfin, bonsoir. Et je me demande bien quel extrait elle a choisi. Ça me Eh ben, écoute, ce Ah, que je te propose donc, bah, c'est de lancer le jingle et d'écouter donc cet extrait. Juste pour préciser, puisqu'il y a la question qui est posée, effectivement, on reçoit Sébastien ce soir pour son livre Ceci est une histoire vraie. Voilà, donc nous écoutons l'extrait donc de Marie Méran. Marie Méran présente un roman de Sébastien Théveny. Ceci est une histoire vraie. L'affaire Crosby. Mercredi 12 septembre 1979. L'ouverture de la chasse n'a pas encore sonné, mais menace de se lancer dès le samedi suivant, date officielle. Aussi, lorsque Philippe gare sa Renault 4L sur le parking du bois de la Chaille, à moins de 500 mètres du village le plus proche, ne craint-il pas de croiser des hommes, carabine en bandoulière et un lapin, langue et pattes, qui dépassent de part et d'autre de la gibecière. La semaine précédente, les sols ont drainé ce qu'il fallait de pluie pour se combiner efficacement au soleil et à la chaleur qui sévissent ce mercredi-là. Dès lors, l'amateur et fin connaisseur de champignons sait où en dénicher de comestibles parmi les meilleurs emplacements de cette forêt qu'il connaît par cœur. Il coupe le moteur, s'extirpe de derrière le volant, suivi de son épouse et de leurs 2 enfants. Le front perlé de sueur, malgré les vitres ouvertes du véhicule, Philippe et les siens claquent les portières ainsi que le coffre, d'où Chantal a puisé un panier en osier. Garée à l'ombre des frondaisons, la 4L baissera en température le temps de leur virer. Tous les 4, à la queue leu-leu, ils progressent jusqu'à l'entrée du chemin forestier qui grimpe au cœur du bois, le moins raide des 2, celui de gauche. Philippe ouvre la marche. Chantal sur ses talons, Justine et Émilie à la traîne, âgées de 4 et 6 ans. Malgré l'heure avancée de l'après-midi, il est déjà presque 16 heures, le soleil perce encore le feuillage dru des hêtres, chênes et autres essences d'arbres qui peuplent ce coin de forêt communale, jetant des raies aveuglants sur le sentier pierreux et sec. Les enfants, le nez au sol en quête de bolets et de cèpes, traînent quelques mètres derrière leurs parents. Philippe, le regard plongeant au cœur du bois, fronce tout à coup les sourcils. Une quinzaine de mètres plus haut, au croisement des 2 chemins, il distingue une touche de couleur vive.
Il sait que le coin prisé des touristes en quête de fraîcheur pour un pique-nique réparateur. Certains s'accordent parfois une sieste à l'ombre des feuillages. C'est sans doute le cas de cette femme qui, allongée sur une couverture à carreaux écossais, repose immobile, une jambe pliée qui dévoile une peau hâlée sous sa jupe bariolée de gitane. Seulement, un détail interpelle Philippe qui, comprenant aussitôt de quoi il en retourne, fait volte-face vers sa femme et leur fillette et lance d'une voix autoritaire. « Restez où vous êtes !» L'homme, en raison de ses fonctions, a déjà dû faire face à plusieurs reprises à ce type de situation. Il s'avance lentement vers la femme allongée. Quand il se penche au-dessus d'elle, qu'il découvre son visage, son crâne, ses tempes, il comprend qu'elle ne se réveillera pas avant longtemps. « Remontez tout de suite dans la voiture. Faut qu'on prévienne les gendarmes. » Voilà donc pour l'extrait donc de Marie Méran de ce livre. Ceci est une histoire vraie. Qu'est-ce que tu veux en dire, Sébastien? Eh ben, parce que ça met les poils, hein, quand même. Puis là, la musique en plus derrière, les petites illustrations sonores, ouais, on s'y croirait, hein. On s'y croirait. Moi, j'y C'est étais, en tout cas. J'y c'est le but. étais et j'ai reconnu. Mais c'est vrai que c'est un très bon extrait, hein, celui-ci, finalement, bah, qui ouvre, pour le coup, le roman. Hem et ça, bah, ouais, je l'ai revécu avec Philippe, le 1er témoin, là, il y a quelques mois. C'est incroyable de retourner sur les lieux du crime qui me montrent là, ça s'est produit là et cetera. Je suis monté comme ça et cetera. Donc tout ça est authentique, hein, bien entendu. D'accord. Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose justement? Bah, comme beaucoup d'extraits, je me suis bien régalée à le faire, hein, parce que moi j'adore faire ça. Et alors du coup, moi je vais parler plutôt technique. Je sais que des fois les gens se posent des questions sur la technique et cet extrait, je peux dire qu'il m'a donné un petit peu du fil à retordre, puisqu'en fait, pour la voiture, du coup on dit que c'est une 4L, donc effectivement sur internet je suis chercher des sons de 4L. Donc le premier son est un vrai son de 4L, les autres non, j'ai pas trouvé. J'aurais fallu peut-être un peu plus de temps de recherche, mais j'avais pas forcément le temps à disposition. Et par exemple, quand on entend ce son-là, une fois qu'il est monté, on a l'impression que c'est effectivement un son complet, que j'ai tout trouvé tel que, c'est-à-dire la voiture qui arrive avec effectivement ce bruit de 4L, la voiture qui est au ralenti, puis ensuite la voiture qui s'arrête et puis la personne qui s'extrait de la voiture. Et en fait, dans la réalité, j'avais 3 sons. Mmh. Et puis assez long. Donc, du coup, il a fallu que je sélectionne juste les parties qui m'intéressaient, que je les colle de manière à ce que ça fasse exactement, visuellement en tout cas, on le voit quand on fait du montage, que ça fasse le même son. Et c'est vrai que ça m'a donné du fil à retordre parce que les sons que j'avais pu récupérer sur Internet étaient tous très différents. Il y avait des forts, des moins forts. Donc, évidemment, il a fallu que je réajuste et que je regarde si ça faisait au final un son assez harmonieux. Donc, c'est vrai que ça m'a pris du temps, mais j'aime bien dans ces moments-là parce que c'est aussi un petit défi. Et du coup, après, une fois que j'ai monté effectivement cette partie, ce que je fais, c'est que je me garde en fait de côté le montage complet de ce son, comme ça, si j'ai besoin, dans une autre, c'est déjà fait. Mais du coup, c'est de la fabrication de bruitage. Alors, c'est vrai que c'est un peu technique, mais Mmh. Mais c'est vrai que oui, peut-être qu'un son de portière qui claque, oui, ça fait pas le même son, une 4L avec, les portières, aujourd'hui, feutrées, c'est c'est ça. plus c'est totalement Non. différent. Ouais, pour les portières, j'ai modifié, j'en ai fait j'ai accéléré, en fait, c'est le même son de portière, 4 Mmh. fois. Ouais. Mais certains que j'ai accéléré, d'autres que j'ai ralenti, certains que j'ai baissé en intensité, voilà, pour que ça fasse un peu. Et effectivement, sans le faire exprès, le dernier son que j'ai positionné, parce que je les ai positionnés au hasard un petit peu, voilà, il y a 4 portières qui claquent, on ne les met pas toutes Mmh. ensemble pour entendre qu'il y en a bien 4. Le dernier son était un son plus sombre, plus lourd. Et effectivement, comme ça parle du coffre, au final, ça tombait pile poil. Donc, j'étais plutôt contente. Du Eh coup, ben voilà. écoute, en Non, tout non, cas, mais merci. c'est chouette à faire. Et il y a Eh beaucoup ben, d'oiseaux dans cette forêt, hein. Mmh. on les a entendus. Bah, c'était l'ouverture de la chasse aussi. Ils sont de sortie. Ah ben, voilà, Bah, merci à toi en tout cas pour ces renseignements, hein. Donc on va redemander à Sonia, hein, donc, puisqu'on sait qu'elle adore qu'on lui pose la question. Sonia, qu'est-ce que ça t'a fait de réentendre cet extrait?
Pas de Bah, en réentendre, fait, de c'est te vrai replonger dans que le livre. voilà, en fait, quand on lit un livre, en fait, on s'imagine, on a les images et tout ça et après avec l'extrait de Marie, on a le son qui se rajoute en dessus. Donc on relit en fait tout le livre, mais avec le son en plus et c'est ça qui est super intéressant aussi. Parce qu'on n'a pas que l'image qu'on s'est forgée nous-mêmes en le lisant, on a Mm. le son avec et c'est vrai qu'on replonge dedans et on s'y croirait en fait. Ouais, Merci. Merci beaucoup. merci. Et merci Sonia. Bah écoute, merci Marie Merci, pour cet extrait en tout cas. merci pour ce roman parce que c'est chouette, quoi, vraiment. Mmh. Effectivement, enfin, moi, je suis auteur aussi et j'imagine tout le travail qu'il y a eu derrière et tout. Mais en même temps, le côté attrayant de cette histoire-là est incroyable et tout le travail qu'il y a derrière. Et, enfin, voilà, je suis très admirative aussi. Merci. Bah, Puis oui, oui, il y a du boulot, mais comme tu dis, c'est tellement passionnant. On a tellement envie de résoudre cette affaire que voilà, on compte pas les heures de boulot et puis on compte pas voilà la sueur, les larmes. Hein. Mais non, voilà, fallait que ça se fasse, de toute façon. bah, justement, il y a une question intéressante de Joël qui demande est-ce que tu souhaiterais renouveler l'expérience, écrire sur une affaire réelle plutôt que de construire une fiction? Les 2 me tentent énormément, et pour l'anecdote, encore une anecdote malheureuse, mais faut savoir dans le cimetière de Roulan, à 15 mètres de la tombe des Crosby, il y a une autre tombe d'une certaine Corinne Bigler, qui est une fille du village et qui a été assassinée dans les années, 80 je crois, ou 90. Et c'est un Colcaise également. Et je connais très bien le frère qui vit, toujours au village là et qui a aussi, milité, grandement pour, essayer de rouvrir, l'enquête, de la garder ouverte et de la résoudre et donc bah, potentiellement une autre affaire réelle dans le village. Enfin, c'est un truc assez dingue quand même. C'est un village de 1 200 habitants. Il y a quand même 2 Colcaises, dans ce village-là, quoi. Et Bah, vous avez pas pensé en entendant ça que les 2 affaires pourraient être liées en fait? c'est exactement ce que j'allais dire. Non, non, je pense absolument pas, c'est pas absolument pas lié. Non, rien à voir. Mais ça serait dingue, ouais. Voilà. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de la lenteur administrative justement que nous rencontrons en France. Il y a une question intéressante de Laurent qui demande est-ce que la lenteur administrative ne vous agace pas fortement avec sûrement une grande frustration? C'est pas tant la lenteur parce que ça, ouais, on le sait. Là, de ce côté-là, c'est plus le côté, forteresse quoi de la justice, qui, a bien du mal à ouvrir ses portes, au grand public ou en tout cas aux journalistes, enquêteurs et autres. Alors que moi, mon but, c'est simplement de faire surgir la vérité, quoi. Voilà, j'ai aucun autre, problème, qui serait genre, de dire, les enquêteurs ont mal fait leur boulot, la justice a mal fait son boulot et cetera. Non, c'est pas ça du tout, hein. L'idée, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice et essayer de faire en sorte qu'on rende justice, aux victimes, quoi. Donc il faut que la justice s'ouvre, à d'autres méthodes, à d'autres corporations et cetera. Faut pas être fermé, quoi. Mais bon, c'est la loi, hein, il y a des lois, il y a des il y a des règles, donc il faut les respecter, mais c'est ça. J'ai lu, tiens, ouais, un bouquin, qui s'appelle, Colcaise, là, de Jacques Dallest, qui est un ancien magistrat, qui est formidable, hein, sur bon, très technique, bien sûr, mais en gros, lui, voilà, qui a été, procureur et autres, il milite pour que ça s'ouvre, pour que tout le monde travaille de concert pour arriver à faire en sorte que les colcaises n'existent plus, ce qui ne c'est un vœu pieux évidemment, mais voilà, il faut tout tenter, tout essayer, pour, heu, pour essayer de les résoudre, quoi. Mmh. En tout cas, Joël nous dit bientôt le retour de Sébastien Blackstone et Marianne qui dit il est flippant ton village. Ouais, mais il est beau, hein, il est beau,
On s'y sent bien, hein, quand même, malgré tous les tueurs qui rôdent là autour. Non, mais c'est vrai Et, que, en proportion, ouais, En et, il se fait, passe c'était le et- destin, en fait, de vous installer là-bas. bien sûr, C'est ça, hein. ouais, c'est ça. et justement, si un jour on découvre le cadavre grâce à Non, toi, le ça serait quoi coupable, ton sentiment? le Qu'est-ce que j'ai coupable, dit? le Cadavre. cadavre. Oui, Ça, bon, le on les a coupable. découverts pour le coup. Mais ah ouais, bah, le soulagement, la fierté aussi d'avoir, pu contribuer à ça. Et puis, une énorme empathie aussi, avec la famille. C'est ce qui m'anime, hein, ce qui m'a animé depuis le début, c'est cette empathie. Et ouais, ce serait vraiment formidable. Je me sentirais, hem, face au devoir accompli, quoi, vraiment. J'avais le devoir de rendre publique cette histoire-là. Et si ça mène à une conclusion favorable, ce serait formidable. Et moi, je voulais Eh bien, écoute, savoir justement par rapport à la famille, si vous avez demandé des renseignements en fait sur cette jeune femme et sa fille, en fait pour mieux les connaître, ou alors est-ce que vous vous êtes mis des barrières pour être complètement neutre en fait? Non, non, j'ai vraiment échangé en toute transparence avec eux. Heu, d'une part, enfin, voilà, d'un côté le frère, de l'autre côté les sœurs, l'un qui est en Nouvelle-Zélande, les autres en Australie, qui ont des visions un peu différentes, hein, de l'affaire, bien sûr. Mais ouais, ouais, non, j'ai essayé de puiser, le maximum de matériel possible, pour, heu, pour résoudre, pour trouver la solution. Et la famille a été très ouverte, ouais, bien sûr, parce qu'ils réclament que ça, quoi, depuis 45 Mmh. ans. Mmh. Donc ils quand je suis arrivé comme ça, ils m'ont dit: «Mais c'est génial, enfin, c'est formidable ce que vous faites pour nous, et pour, Evie, Lisa. C'est vraiment formidable, continuez, quoi». Et donc ils m'ont offert tout leur concours, tout ce qu'ils pouvaient, faire, en m'envoyant des documents, des photos, des trucs, ouais. Et des et leur vécu et leurs, sentiments et leurs idées, leurs, thèses et cetera, quoi. Et c'était quoi votre sentiment la première fois que vous les avez vus en photo en fait? Parce que vous en avez entendu parler, vous avez vu la tombe, les choses comme ça, mais la première fois qu'on les voit en photo, ça doit faire bizarre quand même? Ouais, ouais, hem, alors, je suis en train de me demander, il me semble qu'il y a leurs photos sur la tombe. Mmh. Je suis très sûr, sur la croix, j'ai un doute. Non, 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 mais ouais, ouais, j'ai vu assez vite leurs photos et ouais, ça fait tout Voilà. drôle, quoi. Mmh mh. Enfin, on a l'impression de les connaître mieux. Mmh. Heu, on met un visage, sur un nom. Et puis moi, j'ai cette impression, en ayant passé 2 ans et demi avec elles, bah, qu'elles font un peu partie de la famille, quoi, ou moi je fais un peu partie de la famille Crosby. Je me suis peut-être beaucoup attaché, quoi, à elles. Et puis après un autre, aspect plus difficile, c'était de voir les photos de l'autopsie. Mmh. Là, que je il ne y peux avait, pas Véro donner qui au dit mais, qui confirme qu'il n'y avait pas de photo, hein. comment? Véro Oui, qui nous dit non, il n'y a oui, pas oui. de photo. Non, 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 il y a pas la photo sur la tombe. Mais ouais, ouais, la photo de la gamine de 6 ans sur la table d'autopsie, mmh, Mmh. voilà quoi. Tu peux pas Non, mais ne pas essayer de chercher, fouiller. Et est-ce que parfois, justement, c'est pas trop lourd à porter, nous demande Laurent? Ouais, 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 un peu. J'ai réussi à me détacher quand même un peu de tout ça, mais ça ça pose plein de questions, ça m'est arrivé. Il y a même, une nuit, je l'ai pas marqué dans le bouquin, je me suis dit: «Ouais, je vais pas mettre ça», mais j'ai rêvé de comment on dit? D'Yvonne, la mère. Je la voyais un peu, enfin, c'est un truc, un peu comme un ectoplasme, un truc comme ça qui je me suis dit: Peut-être c'était un rêve lucide, il y a une sorte de communication qui s'est faite, à travers le rêve». C'est assez flippant, ouais. Mmh. Mmh. Et puis alors voilà, dans le bouquin, je raconte aussi toutes mes démarches avec des médiums, des voyants, et et à travers eux, j'ai quand même pu communiquer avec Yvonne. Un truc incroyable aussi. Bon, faut croire ou pas à ces choses-là, peu importe, mais moi, j'étais déjà assez réceptif à ce genre de choses et là, je dois dire que j'ai vécu des choses assez incroyables, Ouais. que je décris, hein, dans le bouquin.
Et en fait, on ressent quoi quand on se promène dans le village? On rencontre les personnes qui habitent dans le même village. On se dit, tiens, ça pourrait être lui, ça pourrait être lui. Ça doit faire un sentiment étrange, en fait, quand on se promène dans le village et qu'on rencontre comme ça. On fait, tiens, ça se trouve, il cache quelque chose, on ne le sait Ouais. pas. Et voilà. Ouais. Ouais, quand je croise un des villageois, là, ça me fait toujours bizarre. Parce qu'en plus, je connaissais avant Oui. de savoir des choses. Et ouais, ça fait bizarre. Mm, mm. Mm. Moi, je me pose Ah, des questions. Ça Voilà. se trouve, j'ai tout faux, hein. Donc, c'est mm. c'est terrible. Ah, juste avant d'écouter la question de notre invité précédent, il y a Joël qui demande un exercice réellement difficile car c'était pour de vrai. En tout cas, bravo Sébastien. Comment fais-tu pour te détacher de cette affaire? Du moins, comment on fait en général? Bah, on l'écrit, déjà. C'est une bonne manière de s'en détacher. On pose les mots, et puis on les diffuse. Donc, voilà, on partage avec d'autres, ces découvertes et ça permet peut-être de soulager un peu le poids. Et puis on essaye de passer à autre chose aussi, à écrire, à se remettre dans l'écriture d'autres romans. Voilà. Et j'avoue que c'est un peu difficile, j'ai un peu du mal là à me remettre dans du roman. J'ai un c'est pas le même exercice, pas du tout. Donc, voilà, mais ça va venir. Je Mm. On voit le bandeau qui circule en bas. On peut retrouver plus d'informations justement sur tes livres, sur toi, Sébastien, sur ton site internet www.sebastientevny.fr. Et est-ce qu'on peut obtenir ton livre dédicacé via ce site? Absolument. Il suffit de passer Absolument. par ce site pour l'avoir en dédicace, ouais. Voilà, bah, c'était une question Moi, de Joël. Donc Joël, n'hésite pas à te... Voilà, parce qu'après, on n'a pas posé la question, mais est-ce que tu fais des séances de dédicace un petit peu dans ta oui, oui, région, dans ton heu, village? pour l'instant, ouais, bah, dans le village, ouais, j'ai beaucoup de monde, ouais, et les gens passent, à la maison aussi le chercher, le bouquin et tout ça. C'est toujours un plaisir. D'accord. Eh Mmh. ben, écoute, en tout cas, merci à toi Quelques pour, dates qui vont être prévues là dans l'année, mais ça ça va venir. On va rencontrer le public. eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi pour ces réponses. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer à la question de l'invité mystère? La question C'est vrai que moi, mystère, pardon, de l'invité. j'ai retrouvé l'écriture, donc la façon d'écrire de Sébastien. Mais le dernier livre que j'avais vu, j'avais lu Trouble Jeu cet été. Et après, j'étais passée à la disparition de Véronica. Véronica Lay. Voilà, Mmh. j'ai eu du mal à lire celui-là. Et c'est vrai que, mais quand même si c'est pas de la fiction, il y a quand même la petite touche. On reconnaît quand même l'écriture de Sébastien. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré tous les romans d'avant que j'avais lus. Et celui-ci aussi, c'est passionnant. Puis en sachant que c'est une histoire vraie en plus, Ouais. je trouve que c'est encore plus passionnant, quoi. Mmh. Ouais, je pense que vraiment, Sébastien Blackstone, ouais, c'est C'est assez ça. vrai parce que j'écris comme si j'étais Karen Blackstone, hein, en fait, hein, la narratrice de ces cold cases. Mm, mm. Eh ben, merci à tous les deux, en tout cas. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter la question donc, de notre invité mystère. Bon, la question mystère. Pourquoi je dis toujours l'invité mystère? On sait qui c'est, puisque c'était l'invité la semaine dernière. Allez, jingle. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle que la semaine dernière, on a reçu donc justement Bénédicte Rousset qui est venue nous parler de son livre Promets-moi Émile aux éditions La Trace. Et comme tous nos invités, elle a posé une question pour Sébastien Théveny. Alors, merci de m'avoir fait découvrir Sébastien Théveny. Je connaissais de nom parce que c'est vrai qu'il a écrit pas mal de choses. Je ne sais pas si on s'est pas croisé sur un salon, mais en tout cas, le nom me parlait. J'ai vu donc qu'il écrivait pas mal de romans, mais aussi de la poésie. Enfin, il est assez divers dans ses écrits. Et donc, moi, je voulais lui demander parce qu'il a quand même pas mal écrit, si il y avait un livre parmi ceux qu'il a écrits, s'il devait rester un livre de lui, lequel il choisirait et pourquoi, en fait, voilà, lequel il préfère dans ses romans, parce que je crois qu'on a toujours un lien plus ou moins fort avec un de nos livres en particulier. Et lui, si dans quelques années, si dans longtemps, il restait un livre de lui, lequel ce serait? C'est horrible cette question parce que on la pose, régulièrement, mais j'ai toujours du mal à y répondre dans le sens où je les aime tous. Enfin, c'est quand tu as des enfants, par exemple, tu les aimes tous tes gosses. Tu vois? Bon, des fois non. Il y a toujours un petit chouchou. Bah oui,
Non, mais non. Après, là, dans les bouquins, il y en a que j'ai adoré écrire, donc je les aime. Il y a ceux que les lecteurs adorent, donc je les aime aussi pour ça. Par exemple, la série Blackstone. Mais enfin, si vraiment je devais en garder un, ce serait Un frère de trop. Parce que c'est mon best-seller, d'abord, donc ça veut dire que beaucoup de monde l'a aimé. Et puis surtout, c'est parce que c'est le bouquin qui m'a fait connaître. C'est celui qui a explosé sur Amazon dès sa sortie. Voilà, sans qui ce bouquin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce bouquin sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler de tous les autres, quoi. Donc forcément, c'est le détonateur. Voilà. C'est marrant, c'est le Oui, seul donc, que j'ai pas lu en plus. Ah ouais? Il est dans ma liseuse, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ouais, ouais, puis voilà, je pense qu'il est pas mal, mais avec ses défauts d'un deuxième roman. Mais qui est sorti chez Michel Lafon, hein, on le voit oui, ici. voilà, tout à l'heure, quand je parlais d'hybride, on parlait d'hybride. Bon, effectivement, j'ai aussi été chez Michel Lafon à une époque. Ils sont venus me chercher quand ils ont vu qu'il cartonnait sur Amazon, ce bouquin. Mais Eh bon, ben, en tout derrière, ça cas, n'a pas tellement marché avec Michel Lafon, mais c'est pas grave. en tout cas, bah, merci à toi. Bah, tu connais donc le principe de l'émission. Donc, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir David Chanteran, qui viendra Mhm. donc nous parler de son livre Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Sébastien, quelle est la question que tu as envie de poser à David Chanteran? Eh bien, à David Chantran, en plus, je crois qu'on se connaît, hein, j'ai déjà lu certains de ses bouquins et puis, si je ne m'abuse, il est peut-être, passé chez l'éditeur Beta Publisher, chez qui j'ai été également. Bref, il est, spécialiste de Napoléon et de l'Empire. Je suis moi, un fervent, napoléoniste. J'adore, l'histoire, de cette période et puis, l'aventure de Napoléon, tout ce qu'il a pu faire. Hem et j'en parle parfois avec, mes gamins. Quand ils reviennent de cours d'histoire, ils commencent à parler de Napoléon et puis, ils me disent: «Ouais, mais Napoléon, c'était un tyran, c'était un dictateur, voilà, il a envahi des pays et cetera et cetera». Bon, moi, je leur rétorque qu'il a fait quand même des bonnes choses, le code civil, tiens, par exemple. Bref, et la question donc à David, qui connaît très bien, Napoléon, et cette période-là, c'est Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'empereur? Qu'est-ce qu'on pourrait comment on pourrait le présenter de façon à faire comprendre que, aux générations d'aujourd'hui, à faire comprendre que, bah, il est autre chose qu'un tyran, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer, Napoléon? Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette très pertinente question, hein. On le rappelle, hein, David Chanteran, qui est considéré comme l'un des meilleurs experts contemporains de cette période, hein, donc l'époque Premier Empire et Napoléon. Voilà, Sonia, pourquoi je parlais de Napoléon tout à l'heure. Mm. Voilà. Bah, merci Sébastien. Donc on lui diffusera hein, cette question lors de son live et on le rappelle qu'il sera avec nous donc lundi soir. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas voilà, c'est exceptionnellement, il ne sera pas mercredi prochain, mais lundi soir. Notez-le bien dans vos agendas. Donc lundi soir, 13 janvier à 19h30 avec David Chanteran. Voilà. Merci Sonia. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas du tout. Eh bien, à ce moment-là, il est temps de recevoir, je la vois qui se prépare, toute prête, toute belle, pour le portrait donc de Séraphine qui est avec nous. Séraphine, Coucou. eh, J'aurais je une me petite suis dit, question, du coup, qui mais va pour l'instant avec le thème. Sébastien, j'aimerais bien savoir, parce que je te connais un petit peu, je vois que quand tu en parles, il y a vachement d'émotions, ça t'a vachement marqué. Du coup, j'aimerais savoir ce que ça a changé chez toi. Est-ce qu'il y a eu un Sébastien d'avant, un Sébastien d'après dans ton écriture et surtout dans ta vie? Quel impact ça a eu? Non, il n'est pas changé, je suis toujours celui qui non mais non, non, je pense pas que ça m'ait changé, mais quoique, si peut-être que, à la réflexion, ça m'ouvre une autre façon de d'être, une façon d'être avec Karen Blackstone. Je pense que ce côté, très intriqué entre la fiction de ma série Blackstone et puis,
la réalité de Ceci est une histoire vraie va me permettre peut-être d'amener les choses différemment, lorsque j'écrirai les prochains tomes de Karen Blackstone. Enfin, le prochain tome, hein, on va peut-être, se calmer, mais je suis en train d'écrire le 5e tome et puis après ce sera peut-être bien, on verra. Même si, il y en a qui me réclament encore, du Blackstone à vie, mais bon. Oui. Donc c'est ta relation, finalement, c'est ta relation avec elle que ça Ouais, aura changé. ouais, ouais, je pense. La Ouais, relation avec le personnage, ouais. qui fictif, mais ouais. Mmh. Et voilà, ce côté cold case, en fait, cette façon d'appréhender les cold cases de manière, fictive. Voilà. Là, le fait d'être entré dans la réalité, ça change, Ouais. ouais. Mmh. Mm. Mmh. Bah, en tout cas, je rejoins l'ensemble des commentaires, hein. C'est un réel plaisir de t'écouter, Sébastien, et mais vraiment merci à toi d'avoir accepté Mmh. cette invitation. Et voilà, on a vu le commentaire donc de Bénédicte Rousset, hein, qui était avec nous mercredi, hein, qui dit bonsoir à la team, au top comme toujours. Donc encore une fois, merci Bénédicte pour ta bienveillance et surtout le très très bon live que tu as fait avec nous la semaine dernière. Donc justement, on va lancer le jingle donc de Séraphine, et Séraphine, on t'écoutera. Donc Séraphine, tu es toi en coulisses à écouter justement tout ce que nous dit l'auteur qui répond aux questions des internautes. Mais Mmh. maintenant, toi, tu vas faire le portrait, justement. Tout ce qu'on n'a pas su déceler chez notre cher ami Sébastien, et ben toi, tu vas nous en parler. Nous t'écoutons. Déjà, Sébastien, c'est un excité du stylo. Il a une capacité à écrire et à nous embarquer qui est incroyable, d'autant plus qu'il arrive à lier la quantité et la qualité. Ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est justement tous les lecteurs, c'est tous les prix qu'il a reçus, c'est des choses incroyables. Il parle d'une quinzaine de suspense, mais il oublie aussi qu'il y a une romance, il y a un jeunesse, il y a un quatre-mains, il y a des nouvelles, donc c'est un pondeur incroyable. Du coup, moi, je voudrais savoir par rapport à la poule et à l'œuf, qui est né en premier, l'auteur ou l'œuvre? C'est rigolo ça. Heu, je vais pas faire mon coq, mais non, je pense que c'est l'œuvre qui est avant, il me semble. C'est l'œuvre qui fait de moi, ce que je suis. Mais en même temps, c'est si j'étais pas moi, je ferais pas ces œuvres-là, donc ouais. Réponse, mitigée. Tu as un humour incroyable, tu as une facilité à jouer avec les mots qui vont jusqu'au jeu de mots. Et pourtant, quand tu es interviewé comme ça, tu es super sage. Bah oui, évidemment, je suis quelqu'un de sage, hein. Oui, aussi. Non, mais après quelques bières, ouais, ça va mieux. Mais Je croyais que enfin, quand tu bière buvais que j'aime pas, plus. mais voilà. Non, non, ouais, j'essaye de pas quand même de pas me prendre au sérieux, en règle générale. Bon là, on parle d'un bouquin vachement sérieux, faut dire. Oui. Donc hein, Mmh. j'ai pas pu trop, déraper, mais je dérape quand même beaucoup quand j'écris. Il y a de l'humour, hein, même dans mes thrillers les plus sombres, toujours des petites touches qui, se pour les gens qui me connaissent, heu, savent que voilà, je peux pas m'en empêcher, et même dans «Ceci est une histoire vraie», à un moment, je fais une blague, hein, quand même parce que je peux pas m'en empêcher. Un jeu de mots, comme tu disais, voilà, ça m'arrive d'être à la fois, sérieux et drôle. Et toujours très professionnel aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me touche chez toi. C'est cette capacité à être très pro quand tu écris, parce que ça se voit, enfin, tu es hyper prolifique, tu es capable d'écrire 2, 3, même plus si on compte les nouvelles par an. Donc, tu es très concentré sur ton écriture et en même temps, tu trouves du temps. Tu trouves du temps pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues quand il y a une petite phrase à dire de soutien ou d'humour. Mmh. Et pareil, comment tu fais pour jongler entre tout ça et pas te perdre là-dedans? Bah, justement, c'est parce que je jongle, entre des choses différentes. Si je devais faire toujours la même chose, bah, je pense que ça m'ennuierait. Tu as oublié par exemple le podcast aussi, le joli mot Non, du j'avais jour oublié. qui m'amuse follement. Donc voilà, je saute d'un projet à un autre, là des idées de romans, là j'ai reclassé un peu mon bureau sur l'ordinateur, heu
Donc oui, il y a une quinzaine de romans plus tout le reste qui est déjà prêt. Et puis là, j'ai à peu près une douzaine de projets en cours. Donc, enfin en cours, des idées de romans et puis certains sont déjà commencés. J'ai une comédie policière, par exemple, qui est en route, un peu façon San Antonio, un truc comme ça. Voilà. Des trucs sous pseudonyme, j'ai écrit aussi des sous pseudonymes. T'en avais parlé, ça, c'est vrai, c'est hallucinant. Ouais. Et dans tout ça, tu trouves le temps aussi de faire des puzzles. Ah oui. Oui, ça aussi, Ouais, ça me détend. ouais, Ça me au-delà détend. de te détendre, comment tu trouves le temps d'associer toutes ces petites pièces et qu'est-ce que ça t'apporte? Si ça devait dire quelque chose de toi, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça dit de toi? Ça dit que j'ai besoin de concentration. Ça dit que aussi, voilà, là, les puzzles, ils sont juste à côté de moi, hein, sur la table. Donc, pendant que j'écris, mes romans, entre 2 phrases, entre 2 paragraphes, pop, je vais m'assembler quelques pièces et c'est un peu ma façon de fonctionner aussi quand j'écris, quoi. J'écris des thrillers qui sont souvent montés comme des puzzles, comme c'est marqué là-haut, là. Oui. Donc voilà, c'est un tout. Et je vois des fois des gens qui me disent: «Oh, comment tu fais pour faire des puzzles aussi rapides et tout?» Moi bah, non, je sais pas, enfin, c'est une question de logique, je pense. C'est une manière de penser, moi, ça me demande pas un effort, c'est de la concentration. Voilà, c'est ça. Mmh. Et ça fait du bien de se concentrer. Et si tu devais un jour monter un puzzle dont tu ne connais pas l'image, qu'est-ce que tu aimerais découvrir comme image? C'est un puzzle dont je connais pas l'image? Mmh. Tu sais pas ce que ça va donner. Tu as les pièces, Mmh. tu sais les monter, tu les monteras vite. Quelle image tu aimerais voir apparaître? Une image. Une image? Donc en gros, qu'est-ce que, voilà, un truc, mon truc de rêve, quoi. Qu'est-ce qui Oui. mmh. Non, j'en sais rien du tout, franchement. J'en sais rien du tout. Je sais pas répondre à cette question. Un Heu, paysage, un personnage, une des étoiles, émotion, des des étoiles. étoiles, voilà. Juste Ça des te étoiles correspond super bien. et puis une lune, mais tu sais, il juste la lune toute fine là, quand tu as juste un Mmh. petit Mmh. comme Le ça la petit lune. croissant. Ouais, vraiment minuscule, croissant, tout fin, ça c'est très, très beau et puis, Une nuit voilà, les étoilée. cieux autour qui brillent de différents feux et puis, peut-être que on dit que les étoiles, c'est les personnes qui sont parties, qu'on a perdues. Donc voilà, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y Un a hommage. aussi Lisa là-haut dans les étoiles et Waouh! on peut les faire briller. Un hommage. L'image que Mmh. j'aimerais voir, c'est un ciel étoilé, Mmh. plein d'hommages et Ouais. ça te représente. Ouais, cette Mmh. capacité à avoir tous les gens que tu aimes, autour de Mmh. toi et avec toi et qui te permet de rester humain. Parce Ouais. qu'honnêtement, avoir le plaisir régulièrement d'avoir des petits bouts de Mmh. toi, avec nous, c'est vraiment un bonheur. Mmh. Je te remercie pour tout ça. Merci. Des gens que j'aime bien, puis ceux que j'aime pas aussi, hein, ils peuvent descendre dans les étoiles. Mmh. C'est vrai. Je te remercie. Merci à Bon, en toi. tout cas, merci à tous les deux. On va faire réintervenir Sonia, puisqu'elle met des petits commentaires dans le chat privé, et puis après, on fera réintervenir Marie. Il y a Cyrielle, je ne sais pas si vous avez vu passer le commentaire, qui dit peut-être que tu pourrais aussi découvrir le portrait du tueur. Mmh. Euh, Oui, et il y a oui. Marianne qui dit j'adore l'humour dans tes podcasts sur le joli mot du jour. Voilà, donc Mmh. merci Bah, Marianne. Et là-dedans, Maëlys ouais, je Père. mets pas mal, l'humour que je peux pas mettre dans les bouquins. Ah oui. Et Maëlys Père qui nous dit Sébastien ne change rien, juste équilibre entre humilité et talent, très difficile souvent, mais Oui, toi tu sais le faire. oui. Et Séraphine, je ne sais pas si tu l'as vu tout Merci à pour l'heure ça, ouais. passer, mais en tout cas, très fier de toi, Séraphine, nous dit Maëlys. Voilà, donc tu peux devenir de la même couleur que ton pull en tout cas, mais le commentaire est passé. Bravo Séraphine, quelle jolie voix, allez-y, je sais qu'elle est comme Sonia, elle adore les compliments. Voilà, donc Maëlys Père est présidente, non, directrice de publication chez Redactive. Voilà, donc encore une fois, merci Maëlys d'être avec nous. Séraphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça va aller. Quelle redescende Sonia, là maintenant. Moi, je suis Ouais, donc je super fière, je mettais suis donc dans super le chat contente. privé, Ouais. sans oublier le petit Sensible. lutin au puzzle. Voilà. Et puis pourquoi pas l'image qui va se découvrir, le visage de Sébastien avec un prix littéraire, voilà, Ouais. dessus.
Voilà. Ouais, le meilleur prix, c'est quand les lecteurs sont heureux de lire mes bouquins et qu'ils attendent le suivant. Ouais. Ouais, Ouais. c'est le plus beau des prix, ça, en fait. Parce que le reste, en fait, c'est des hochets, hein, c'est tout. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir en tout cas d'avoir été avec toi. Je ne sais pas si Marie et je peux Ah, te moi faire aussi, intervenir. Oui, allez. Tout le monde se Donc tait. Marie qui était... Ok. C'est pas pour vous. J'ai bien compris en tout cas, voilà. Donc comme dit Joël, bravo et merci à toute l'équipe. En tout cas, merci à vous. Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ce soir? Non, c'était super intéressant. Vraiment très chouette. Très chouette. Et j'ai de la chance de pouvoir avoir le livre. Alors, c'est trop bien. Bah, merci à vous en tout cas pour ce live, nous dit Dominique Guénin. Donc encore une fois, merci. Séraphine, si tu veux dire quelque chose pour la fin. Oh, pas en particulier, à part que quand est-ce que tu viens dans la région? Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir venir se faire dédicacer tes livres Ah dans oui, notre oui, oui. région? J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. C'est vrai que bon, je suis jamais venu hein, dans le coin. Mais ouais, je vais venir. Je vais Ouais. essayer cette année, peut-être, hein, on va essayer. Oui, trop bien. Ouais, on va essayer. On va essayer. Ce sera avec Génial. plaisir. Bah, merci. La Sonia. dernière fois, c'était à Toulouse. Hein. Ah, Ça date. Hein. ah oui. C'est vrai. Mais c'était hier en même temps. C'était terrible. Ouais. C'était chouette. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je pense que je vais venir habiter dans le sud où tout le monde vient de se réunir en fait. Tout le monde, tous ceux qui regardent l'émission veulent descendre dans le sud. Mais vous savez, il y aura C'est plus ça. bientôt, il y aura plus de place. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais on pourra peut-être créer notre propre studio où on est tous ensemble pour l'émission. Ouais. Ça serait cool. Ouais. Sinon, venez dans mon village, il est très accueillant. Il paraît qu'il est très. Ben, pourquoi pas une émission spéciale effet colcaise, entre l'encre et les mots, version colcaise. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, bah, merci à toi Sébastien. Hein. Donc, quand on rappelle que tu étais avec nous ce soir pour nous parler donc, de ce livre, Ceci est une histoire vraie. Voilà le roman vérité d'un double crime non élucidé. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Tu étais déjà venu dans l'émission il y a quelques temps. Comme Toulouse, tu étais venu il y a quelques temps, mais c'était hier pour nous. Et voilà, c'est toujours un plaisir et je rejoins l'ensemble des commentaires. C'est un réel plaisir de t'écouter, un réel plaisir de te lire. Et on espère, vu qu'il y a encore plus de 12 projets en cours, à les retrouver très prochainement. Et il y a Voilà. Joël qui marque, hein, on Dans t'attend 6 tous mois, chez on est bon. Redactive. Hein. Ouais. D'accord. J'arrive. Ah bah, Maëlys note, il a dit j'arrive. Hein, donc, voilà. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Hein, tout ce qui est dit dans cette émission doit être fait. Hein. Ouais. Et oui. Voilà. Ça reste pas entre nous. Non, Ouais. non. Donc, on rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de ton actualité et l'ensemble de tes ouvrages si on veut un livre dédicacé sur ton site internet www.sebastienteveny.fr. Pour terminer, je rappelle juste effectivement que lundi prochain, notez bien, lundi prochain, 19h30, nous recevrons donc David Chanteran, passionné du Premier Empire, passionné d'histoire en général, qui viendra donc nous parler de ce livre, Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Sonia, si tu veux en 2 mots nous dire quelque chose pour donner envie à nos internautes de venir nous revoir lundi soir. Voilà. Donc en fait, c'est des petites chroniques en fait sur, par exemple, je vois les premiers chapitres là, c'est sur Marseille, les navettes, là, comment est devenue Marseille, Lyon aussi avec toutes ces petites spécialités, tout ça, comment est né en fait Lyon après et ce que ça donne en fait dans notre nation et mis bout à bout chaque région et voir ce que ça donne à la fin. Comme ça, voilà. Eh bien, écoute, rendez-vous donc lundi soir avec David Chanteran pour son livre Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation aux éditions Passé Composé. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci pour vos questions. Encore une fois, merci à toute la team et merci à toi, Sébastien. On se dit donc à très bientôt. Lisez des livres, passez un bon week-end et à très bientôt. À lundi. Ciao, ciao. À lundi. Ciao.